Bienvenue dans l'exposition Autoportrait de Cézanne à Van Gogh, collection du musée d'Orsay et des musées Auvergne-Rhône-Alpes. Une exposition qui a commencé le 29 avril et qui se poursuit jusqu'au 17 septembre. Je suis Maude Le Youdec, commissaire de l'exposition, et je vais vous faire découvrir cette manifestation. Les visiteurs vont découvrir 71 autoportraits d'artistes. Ces autoportraits sont datés de 1830 à 1920. Ce sont des autoportraits qui, pour 40 d'entre eux, nous ont été prêtés par le musée d'Orsay. Pour 30 autoportraits, ce sont des prêts des musées Auvergne-Rhône-Alpes. Et enfin, il y a une œuvre qui appartient en propre au musée Crozatier. Alors pourquoi se choisir comme modèle d'une œuvre? Parfois on pourrait se dire que c'est un petit peu narcissique, un petit peu orgueilleux de la part de ces artistes. On peut aussi se dire que ça peut être aussi par facilité. Son propre reflet dans un miroir donne une image et nous pourrions dire que l'artiste peut se représenter à n'importe quel moment. Il n'a pas besoin de rémunérer un modèle, il est toujours là. Alors l'artiste peut considérer que l'exercice de l'autoportrait, c'est un exercice qui va lui servir, notamment parce que ces artistes sont bien souvent de très grands portraitistes. Donc ils peuvent vraiment s'exercer à partir de leur propre visage. Dans certains de ces autoportraits, c'est beaucoup plus qu'un exercice. C'est aussi une forme d'introspection psychologique. Et puis, il y a aussi les artistes qui, et là on pourrait faire le parallèle avec la pratique des selfies aujourd'hui, eh bien, vont construire leur propre image tout au long de leur carrière. Ces autoportraits vont être présentés dans des expositions officielles. L'artiste va laisser une trace de ce qu'il est, va faire transparaître un certain nombre de données. Certains autoportraits sont vraiment des manifestes artistiques. L'artiste utilise l'autoportrait pour affirmer son style, affirmer sa modernité. L'artiste peut aussi utiliser l'autoportrait pour expliquer quelle est sa place dans la société. Et nous allons voir que sa place au milieu du 19e siècle ou au début du XXe siècle, eh bien, elle n'est plus la même. Les institutions qui régissaient la carrière d'un artiste, eh bien, vont être remplacées par le commerce de l'art, par exemple. Alors, naturellement, dans cette exposition, il y a des têtes d'affiches, mais il y a aussi des noms qui sont peut-être moins connus du grand public et que l'on découvre sur les cimaises du musée d'Orsay, également dans les espaces permanents des musées Auvergne-Rhône-Alpes. Donc cette exposition permet d'aller à la rencontre d'artistes qui méritent d'être mieux connus. La médiation est un des points forts du musée Crozatier. Alors la médiation, c'est une forme un petit peu cachée aussi pour apprendre en s'amusant. Par exemple, ici, sur ce panneau, nous apprenons que l'appareil photographique a été créé en 1839, ce qui va changer complètement la donne pour les portraitistes, ou que la peinture en tube a été créée en 1841, ce qui va permettre aux artistes d'aller travailler sur le motif en plein air avec un carton à peindre et puis des tubes de couleur, ce qui n'était pas possible de faire auparavant.
Gustave Courbet est un artiste qui est né dans le Doubs. Lorsqu'il part à Paris pour se former à la peinture, il indique très clairement dans une lettre qu'il adresse à ses parents qu'il veut rencontrer le succès, qu'il veut se faire un nom. Dans les années 1850, il propose 2 œuvres qui révolutionnent la scène artistique, un atelier, l'atelier de l'artiste, et un enterrement à Ornans. Donc des sujets assez communs qu'il va traiter comme de la peinture d'histoire sous la forme de très très grands formats. Le salon refuse ces œuvres et Courbet va décider avec son propre argent de construire un pavillon, le pavillon du réalisme, pour présenter ses œuvres. Peu de temps auparavant, il a réalisé cet autoportrait qui était destiné à être présenté, à être montré. Courbet se représente dans une attitude assez classique où il pose son visage sur sa main et où il tient sa ceinture. Alors le fait qu'il avance ainsi la main, c'est une attitude que l'on retrouve beaucoup dans la peinture, c'est un geste de mélancolie. C'est une œuvre qui présente également les attributs de l'artiste. Il y a un porte-clés, une pochette qui rassemble des croquis et puis, un petit peu dans l'ombre, une petite statuette. Les historiens de l'art ont trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes entre cet autoportrait et une œuvre du Titien qui est conservée au musée du Louvre, qui s'intitule « L'homme aux gants ». Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'il y a quelques années, cette œuvre a été radiographiée et sous la couche picturale qui présente l'autoportrait, eh bien, il y avait une copie de l'homme aux gants du Titien. L'œuvre de Courbet a rejoint les collections du musée du Louvre et depuis 1986, elle est conservée au musée d'Orsay. Alors cette œuvre de Claude Monet de 1861 peut surprendre dans la sélection qui a été faite de cette exposition. C'est une œuvre en effet qui ne représente pas un visage, mais on pourrait dire que Claude Monet écrit son histoire dans cette toile. Il faut la décrypter. En 1861, Claude Monet est un jeune artiste qui a commencé à travailler au Havre avec Eugène Boudin, quand il est tiré au sort pour faire son service militaire. Service militaire qui, à l'époque, durait 7 ans. Il est issu d'un milieu plutôt bourgeois et son père lui propose de payer quelqu'un d'autre pour effectuer son service militaire à sa place, ce qui était possible à l'époque. Mais son père lui fait en quelque sorte du chantage. Il explique à son fils qu'il veut bien payer un remplaçant, mais il faut que Claude Monet le rejoigne dans les affaires et qu'il arrête avec ses idées de devenir artiste. Donc c'est ce que nous voyons sur cette toile, une boîte de couleurs avec une palette, des pinceaux, des ouvrages, donc une vie plutôt artistique, intellectuelle, mais au-dessus de cette table, il y a en quelque sorte une épée de Damoclès qui plane. Ce souhait de devenir artiste est contrarié par des armes, un mousquet, un poignard, un fusil. Et Claude Monet, de fait, va tenir tête à son père et va commencer son service militaire. Il va être envoyé en Algérie pendant plusieurs mois et il va contracter la fièvre typhoïde. Il va devoir revenir en France et là, c'est sa tante qui va payer une indemnité pour qu'il puisse arrêter ce service militaire.
Par la suite, Claude Monet va poursuivre ses études à Paris. Il va rencontrer voilà, tous les artistes impressionnistes et il dira plus tard que tout compte fait, cet épisode difficile de sa vie lui a mis du plomb dans la tête et voilà, cela l'a conforté dans son désir de carrière artistique. Ernest Meissonnier, on pourrait dire que c'est l'archétype du peintre académique qui a parfaitement réussi sa carrière, qui a obtenu tous les honneurs, toutes les distinctions. C'est un artiste qui s'est beaucoup intéressé à des scènes de genre qui représentent notamment des hommes, des soldats. C'est un artiste qui a également beaucoup peint l'épopée de Napoléon Bonaparte. Quand on voit dans des livres les œuvres de Meissonnier, on a l'impression que ce sont des formats gigantesques, alors qu'en fait ce sont toujours des petits formats. Mais il y a une ampleur dans ses compositions qui est absolument extraordinaire et on est toujours un peu surpris de rencontrer l'œuvre. Et un critique disait de Meissonnier qu'il peint grandement en petit. C'est un artiste qui adorait les détails et dans cet autoportrait de la maturité, eh bien, il n'hésite pas à se représenter en grand seigneur. Il s'installe dans un fauteuil de type curule, ce type de fauteuil qui était utilisé par les empereurs romains. Il revêt un lourd manteau rouge, la couleur rouge aussi qui peut faire penser aux empereurs romains, avec un manteau très lourd, très somptueux, et les revers de ses manches sont retournés avec une très belle peinture de la fourrure qui double ce manteau. Il a la tête entre les mains, encore un petit peu ce geste pensif, ce geste de la mélancolie. On ne sait pas trop s'il nous regarde, s'il cherche à rentrer en connexion avec nous, s'il cherche à nous convaincre, ou s'il regarde, un regard un peu intérieur, voilà, toute l'œuvre qu'il a pu créer. Sa barbe aussi est assez extraordinaire et quand on regarde cet autoportrait, on peut penser au Moïse de Michel-Ange. Voilà, là il se place aussi dans une certaine forme de tradition. Et j'invite vraiment toujours les visiteurs à s'approcher au plus près de cette œuvre, à regarder les mains, regarder les veines. On a l'impression que le sang coule dans les veines. Voilà. Meissonnier, il est là, il est à quelques centimètres de nous. Nous avons vu des artistes qui ont proposé leur image officielle à travers leurs autoportraits. Mais ici, nous avons, on pourrait dire, un autoportrait de l'intimité. Georges-Antoine Rochegrosse se peint en 1885 sur ce petit format qui n'est pas destiné à être montré, mais qui est destiné à son musée personnel. Ici, on peut être assez étonné de la physionomie de Georges-Antoine Rochegrosse. Il porte une chemise rouge, quand même assez original pour cette époque. Est-ce qu'il y a un lien avec les chemises rouges de Garibaldi ? On n'en est pas vraiment sûr. En tout cas, il porte sa chemise rouge de façon très décontractée, avec une chemise très ouverte sur le col. Il arbore une petite barbichette et surtout cette coiffure absolument étonnante. On pense tout de suite à Fujita, par exemple, quand on regarde cette coupe de cheveux assez improbable. En 1885, Rochegrosse fait peut-être allusion, avec cette coupe de cheveux, à son amour pour l'histoire, pour la représentation de grandes scènes historiques et pour la représentation des soldats romains qui a priori avaient cette coupe de cheveux qui apparaît en cette seconde moitié du 19e siècle très originale.
Roche-Grosse se représente dans son atelier. On voit ici le châssis qui est vu de dos et derrière lui, il y a un certain nombre d'objets qui sont accumulés. Ce sont des paravents, des estampes, des ombrelles qui proviennent d'Asie et il y a un véritable engouement des artistes à cette époque-là pour cet art qui est absolument novateur et qui en quelque sorte va revivifier la création de cette époque. Alors juste à côté, vous avez un autre tableau qui était destiné à son petit musée personnel. On retrouve Georges-Antoine Roche-Grosse. Il est en train de faire une dînette avec Marie dans son atelier où il est en train de peindre un très grand format, la mort de Babylone, qui peut faire référence à la mort de Sardanapale de Delacroix. Et ce qui est très beau, c'est que la dînette qui est ici, cette nature morte de la dînette avec des tranches de pastèque, des fruits, etc., eh bien, se retrouve dans la nature morte du tableau qu'il est en train d'exécuter. Et nous rentrons vraiment là dans l'intimité de l'artiste, d'autant plus qu'il a écrit sur le cadre une très belle inscription de ce moment avec sa compagne. Alors je vous le lis. Tu te rappelles, donc il s'adresse à Marie, quand nous avons fait la dînette avec la nature morte de la mort de Babylone dans le grand atelier de la rue Chaptal. Voilà, donc un instantané de sa vie amoureuse et c'est tout à fait passionnant de pouvoir rentrer ainsi en contact avec ces artistes et avec les moments qu'ils ont pu vivre. Charles Morin est un artiste qui est né au Puy, dans un milieu assez pauvre, et il a bénéficié d'une bourse qui avait été organisée par Charles Crozatier et qui permettait à des artistes de pouvoir poursuivre leur formation en tant qu'architecte, en tant que peintre, en tant que sculpteur à Paris pour 3 ans. Et cette bourse était complétée par une somme qui était donnée par la ville du Puy-en-Velay. Cette formule a été abandonnée en 1968. Donc Charles Morin a profité de cette bourse. Il a rencontré Degas, Henri de Toulouse-Lautrec, Rupert Carabin et il a proposé des œuvres qui se situent entre réalisme et symbolisme. C'est un artiste aussi qui a beaucoup travaillé au renouveau de la gravure, qui a mis au point certaines techniques, par exemple la technique du crachis lithographique coloré. Il était très intéressé par les sciences également. Et nous pouvons remarquer ce goût pour les sciences, pour l'anatomie, à travers ce petit selfie qui date de 1900. C'est en quelque sorte une photographie où Charles Morin présente une tête d'expression. Il remue les muscles de son visage pour obtenir un sourire un petit peu forcé. Il se photographie à ce moment-là. Et de fait, c'est le premier éclat de rire que nous apercevons dans l'exposition. C'est l'exposition où les artistes se représentent tout de même de façon assez sérieuse. Au dos de cette photographie, Charles Morin a apporté une inscription que je vous livre. Mon portrait instantané, j'éclatais de rire, l'ouverture palpébrale des yeux est une ligne. Palpébrale étant l'adjectif pour paupières. C'est vrai, quand on sourit, voilà, les yeux forment une ligne. D'où cette notion de tête d'expression. C'est un artiste qui est très intéressant parce que également très engagé politiquement. Voilà, je vous ai dit qu'il était né dans un milieu assez pauvre et quand il se rend à Paris, il va rencontrer des hommes politiques aux idées très marquées,
Pensez par exemple à Jules Vallès aussi, qui était né au Puy, et il va embrasser les idées libertaires, le courant anarchiste. Donc un artiste assez révolutionnaire dans sa façon de penser. Il va peindre notamment plusieurs portraits de Louise Michel. Il va aussi représenter Ravachol devant la guillotine sous la forme d'un bois gravé. Il va beaucoup illustrer la presse contestataire de cette époque. Donc on pourrait se dire, en regardant cet autoportrait bien sage, le seul autoportrait peint de l'artiste, que voilà, il est assez en retrait dans cet autoportrait. Il se représente néanmoins avec beaucoup de vérité, beaucoup de simplicité. Voilà, avec ce regard bleu clair qui nous fixe. D'après les sondages, Vincent van Gogh est l'artiste, le deuxième artiste le plus connu au monde après Léonard de Vinci. Donc c'est vrai que c'est pour nous une véritable chance de pouvoir proposer au public du musée Crozatier une icône de l'histoire de l'art. Alors Vincent van Gogh a eu une carrière tout à fait mouvementée. Il s'est tourné vers la peinture très tardivement, à 27 ans, et il n'a produit que pendant 10 ans. Mais pendant 10 ans, quelle activité on pourrait dire, puisqu'il laisse plus de 2000 peintures, dessins, croquis de son exploration de l'art. Ici, nous sommes en 1887, pendant son séjour parisien. C'est son frère Théo qui lui recommande de venir à Paris pour découvrir le travail des impressionnistes, des post-impressionnistes. Il y a Seurat qui expose cette année-là La Grande Jatte, et pour Vincent van Gogh, ça va être une véritable révélation. Sa palette va s'éclaircir énormément, il va vraiment commencer à utiliser beaucoup la couleur, et pendant ce séjour parisien qui va durer 2 ans, de 1886 à 1888, il va réaliser une vingtaine d'autoportraits. Il faut dire que sur cette carrière de 10 ans, il réalise 43 autoportraits. Donc pour lui, l'exercice de l'autoportrait, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans son travail. Ici, il reste en quelque sorte dans la tradition, une pose de 3/4, son regard tourné vers le spectateur, un désir de ressemblance, on le reconnaît très bien quand on regarde des photographies, et en même temps cette touche si particulière avec ces coups de pinceau très rapides, très colorés, très espacés les uns des autres, et puis ces couleurs un petit peu incroyables, du vert sous les yeux, du bleu ciel sur le front, ce qui fait que ce portrait est classé par les historiens de l'art dans la catégorie des portraits sauvages. Cette œuvre est une œuvre qui est presque vibrante. On a l'impression qu'elle se met à vivre sous nos yeux. Donc vraiment, c'est une formidable expérience que de pouvoir regarder cet autoportrait et de pouvoir planter son regard, on pourrait dire, dans les yeux de Van Gogh, vraiment d'aller à sa rencontre. Cézanne livre ici une image de lui qui est sans concession. Il se représente tel qu'il est, avec ses cheveux un peu trop longs, un peu hirsutes, avec cette barbe brouillonne qui lui cache la bouche. Et quand on sait que c'est un artiste qui avait beaucoup de mal à rentrer en communication avec les autres, on peut peut-être dire que l'absence de cette bouche symbolise ce problème de communication.
Il choisit de se représenter devant l'œuvre d'un de ses amis, qui est Armand Guillaumin. Cette œuvre, c'est une vue de la Seine à Paris. Cette œuvre qui montre le savoir-faire de cet artiste pour l'utilisation de la couleur, des empattements, préfigure une période qui va arriver un petit peu plus tard, ces vues de la montagne Sainte-Victoire, ces natures mortes, où il va aller vers une très grande stylisation des formes et il va ouvrir la voie à l'abstraction. Donc nous avons la chance de présenter deux autoportraits d'Émile Bernard. C'est un artiste qui a réalisé plus d'une quarantaine d'autoportraits tout au long de sa vie. Et déjà entre ces deux autoportraits, on voit que son travail artistique évolue. Dans le premier, qui date de 1889, il se représente devant une de ses toiles qui s'appelle « Baigneuse à la vache rouge ». Alors bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de chercher cette fameuse vache rouge, mais elle est hors champ. Et de fait, cet autoportrait, c'est plus une peinture de cette œuvre, une œuvre manifeste dans sa carrière, qu'un véritable autoportrait, puisque Émile Bernard, là, se représente un petit peu dans l'ombre au premier plan. Alors, cette œuvre des baigneuses est assez intéressante puisque Émile Bernard va développer avec Paul Gauguin à Pont-Aven un style artistique que l'on appelle d'abord le cloisonnisme, puis le synthétisme, qui s'oppose en tout point à l'impressionnisme. Et ce qui est assez amusant, c'est que les historiens de l'art ont découvert que Émile Bernard avait antidaté cette œuvre qui s'appelle Baigneuse à la vache rouge pour montrer à quel point il était novateur par rapport à Gauguin. Donc là, une véritable rivalité entre les artistes pour savoir qui va être le plus novateur. À côté, vous avez une œuvre qui a été réalisée 2 ans plus tard, en 1891, une œuvre assez surprenante. Émile Bernard semble apparaître du bas du cadre. Il a ici des cheveux beaucoup plus longs, une mine extrêmement triste, extrêmement abattue, et il a signé de façon assez originale sur son buste, c'est bien lui qui est représenté. Émile Bernard se représente avec un arrière-plan assez énigmatique, tout en camailleux d'orange et de rouge. Alors cet arrière-plan a pu être interprété par les historiens de l'art comme voilà, c'est les émotions qu'il pouvait ressentir à cette époque, les problèmes qu'il avait eu à surmonter. Alors la femme qu'il aimait, par exemple, en a épousé un autre. Alors, est-ce que c'est cet homme qui se retourne vers nous? Il tient une femme dans ses bras. Émile Bernard aussi a souffert de la disparition de son ami Van Gogh en 1890. Il se pose beaucoup de questions sur son statut d'artiste, sur ses recherches picturales. Et il représente un visage du Christ, le Christ au moment de la Passion, avec une couronne d'épines. On a l'impression aussi que c'est le voile de Sainte Véronique qui est montré avec le visage du Christ. Là aussi, ce parallèle, cette connexion qui est souvent faite entre les artistes et la figure christique, et puis toutes ces femmes qui sont nues, qui sont alanguies derrière lui, c'est peut-être une critique de la société dans laquelle il vit, une société qui pour certains est trop sensuelle, où il y a trop de débauche.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que par la suite, Émile Bernard va partir pour l'Égypte. Il va vraiment réfléchir à son statut d'artiste, à sa peinture. Et quand il va revenir d'Égypte, eh bien, il va complètement renier tout ce qu'il avait pu révolutionner dans l'art de peindre. Il va revenir vers un grand classicisme. Il va adopter, par exemple, le style du Titien et il va renier en quelque sorte toutes les avant-gardes artistiques. Clémentine Hélène Dufaux est une jeune femme qui a montré très tôt des dispositions artistiques, si bien que sa famille a décidé de l'accompagner à Paris, de déménager à Paris pour qu'elle puisse poursuivre ses études. À cette époque, l'École nationale des beaux-arts était interdite aux filles. Cela n'a été permis qu'en 1897. Donc Clémentine Hélène Dufaux a perfectionné son art dans des académies privées et par la suite elle a rencontré un très grand succès. Elle a notamment répondu à des commandes de l'État pour décorer la Sorbonne avec des allégories qui représentaient les sciences. Elle a aussi travaillé pour Edmond Rostand pour décorer sa villa du Pays Basque. C'est une très grande portraitiste, elle a notamment fait un portrait de Jeanne Lanvin et c'était une féministe convaincue qui a illustré des journaux féministes de l'époque et son autoportrait est assez singulier dans l'exposition. C'est le seul autoportrait où l'artiste se représente en pied. Elle se représente dans un intérieur très bourgeois. On a l'impression qu'elle est en train de marcher, elle s'est arrêtée et elle nous regarde. Il y a vraiment, elle se retourne légèrement, il y a un petit sourire de connivence sur ses lèvres. Elle arbore une tenue de la grande bourgeoisie, une tenue qui est très moderne pour cette époque. Nous sommes en 1911, donc avant que le corset ne soit plus qu'un lointain souvenir. Et ici, cette robe du soir est inspirée par les ballets russes et notamment par un spectacle de danse qui a eu lieu l'année précédente, en 1910, spectacle qui s'est intitulé Scheherazade, qui avait été écrit par Rimsky-Korsakov. Cet autoportrait au féminin, qui est l'un des 2 autoportraits féminins de l'exposition. Voilà, je tiens à dire que les autoportraits de femmes, les œuvres de femmes en général, sont assez rares dans les musées et c'est le seul autoportrait de femmes que le musée d'Orsay conserve. Henri Martin est un artiste qui a été très influencé par les pointillistes, Seurat, Signac, mais qui a développé sa propre manière qui est très reconnaissable. C'est un artiste qui a reçu de très grandes commandes de décors de bâtiments publics. On peut notamment citer l'Hôtel de Ville à Paris ou le Capitole à Toulouse. C'est un artiste qui s'est beaucoup intéressé au paysage et on voit ici qu'il croise autoportrait et paysage. Il ouvre en grand la fenêtre de sa maison qui se trouve à côté de Cahors. Cahors qui a un musée qui porte le nom de Henri Martin. Cette fenêtre qui est ouverte sur le paysage et Henri Martin qui se place au premier plan, légèrement dans l'ombre, avec ses cheveux qui forment une sorte de halo autour de son visage et puis la palette qui fait le lien avec l'intérieur et l'extérieur. Donc une très belle œuvre qui est renforcée par ce format très particulier qui est mis en valeur par un cadre art nouveau, cintré en partie haute et dont les bords inférieurs présentent des feuilles de laurier, plante qui a été très utilisée par ailleurs par Henri Martin.
Ici, nous avons une œuvre assez particulière dans le parcours d'un artiste qui s'appelle Alexis Axilette, qui, durant l'été 1906, accueille chez lui Raoul Dufy, Georges Braque, et pendant un an, cet artiste va exécuter des œuvres dans le style fauve. Il va proposer cet autoportrait absolument extraordinaire, avec une très très grande maîtrise de la couleur, un regard extrêmement perçant, cerné de rouge. On a l'impression que c'est Méphistophélès qui nous regarde. C'est une œuvre absolument extraordinaire. Et d'autant plus extraordinaire quand on sait qu'Alexis Axilette, à la suite de cet été foisonnant de couleurs, eh bien, va retourner vers un certain classicisme. Il va retourner vers des pastels, vers des portraits beaucoup plus sages. L'exposition autoportrait se veut être une exposition très accessible. Il y a assez peu d'écrits dans l'exposition. Néanmoins, les visiteurs peuvent aller à la rencontre de chaque artiste représenté avec des fiches de salle qui reviennent sur la biographie, sur les œuvres marquantes de ces artistes, avec des points aussi comme des zooms d'histoire de l'art sur les différents mouvements qui sont représentés. Cette exposition est aussi le fruit d'un très important travail scientifique et je tiens ici à saluer les auteurs du catalogue qui sont au nombre de 23. Ce catalogue a été réalisé en coédition avec la maison Faton et ce catalogue est accessible également dans toutes les bonnes librairies. Alors cette exposition rencontre un certain succès en termes de fréquentation, bien sûr, mais surtout ce qui nous importe, c'est la satisfaction des visiteurs. Et c'est vrai que les visiteurs, qu'ils soient petits ou grands, ressortent émerveillés de cette exposition. Voilà, ils sont vraiment allés à leur rencontre de ces artistes et ils ont pu parcourir avec eux un siècle d'histoire de l'art.